Parfait. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Mathilde Pinto, je suis référente territoriale à ODIS. C'est moi qui vais animer aujourd'hui ce midi circulaire de la construction numéro 4 sur le thème des stockages temporaires. Petite introduction, donc les midis circulaires, c'est une série de webinaires qui ont lieu le même jour, le même heure sur des thématiques différentes pour monter en compétence sur ces sujets, avec des intervenants différents à chaque webinaire. L'enregistrement permet de revenir après sur ce qui a pu être dit et les échanges sur notre chaîne YouTube notamment, et donc d'avoir des ressources vidéo qui vous permettent de revenir sur des informations clés. C'est un webinaire qui est organisé donc avec ODIS et avec l'association 3AR, donc l'association régionale des achats responsables. Et je ne vais pas prendre plus de temps, je vais laisser la parole à nos deux intervenantes pour se présenter et enchaîner sur les présentations. Vous avez du coup le petit chat que je vais gérer. Donc, si vous aurez un temps question à la fin, mais si entre-temps vous ne souhaitez ne pas oublier votre question, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat et on reviendra dessus pour que vous ayez les réponses. Je laisse la main à Cécile. Bonjour à tous, merci Mathilde pour l'introduction et merci pour l'invitation, notamment David. Du coup, je vais présenter la démarche qui est mise en place dans le cadre du projet du pôle de service de la GOR que je vais présenter très très rapidement et du coup que j'accompagne en indépendante pour le compte du projet et notamment pour le compte de l'architecte mandataire qui est Alterlab. Voilà, je vais vous partager du coup la présentation. Mathilde, je sais pas, je te laisse me dire si c'est bon. Il te suffit. Parfait, c'est bon. Je vois de Ok. mon côté et n'hésitez pas si vous avez des soucis à nous le dire. Donc la démarche qu'on a appelée Balance ta démol, voilà, qu'on a initiée donc, sur le projet que j'ai présenté, qui est vraiment le but d'essayer justement de favoriser les synergies interprojets sur la démarche de réemploi qu'on a mise en place et d'essayer de capter, de mettre en valeur les gisements sur l'opération. Et pour ce faire, on a du coup mis en place cette démarche qui repose notamment sur la mise à disposition d'un point de stockage temporaire, puisque c'est le sujet de ce midi circulaire. Juste très rapidement pour expliquer le contexte de Balance la Démol, on est sur un concours de construction d'une école maternelle d'un service de restauration scolaire, donc qui va accueillir 200 élèves et pour une capacité de repas d'à peu près 600 repas à jour, avec du coup 8 salles de classe. C'est un projet pour la commune de la Gorre qui représente un montant de 8 millions d'euros, un peu plus de 6 millions qui est réservé pour la construction du pôle de service avec l'école et le service de restauration scolaire, mais aussi un peu plus d'1 million d'euros sur la démarche de réaménagement des espaces environnants, avec une requalification de plusieurs rues environnantes, qui fait quand même un aménagement assez conséquent d'un peu plus de, pareil, d'1 million d'euros. Quand on a fait le concours, la demande du maître d'ouvrage était d'être en démarche BDNA avec un niveau argent qui était demandé. Ce qui a, avec évidemment aussi avec capacité d'aller chercher l'or, et surtout avec une forte volonté de la maîtrise d'ouvrage de recourir au réemploi, qui était mentionné de façon très prégnante dans le programme. Quand on a fait le concours, donc en 2023, voilà, on a réfléchi à nos capacités de réponse en termes de réemploi et on est sur une parcelle, aujourd'hui c'est un terrain de foot complètement nu où il n'a aucun gisement disponible à part la terre qu'on va récupérer. Et du coup, on était un petit peu limité, donc du coup, en termes de gisement disponible sur la parcelle, ou même au sein de la commune, puisqu'en fait, la commune de la Gore fait très très peu de programmes de construction, de rénovation, c'est surtout de l'entretien courant, et ce projet est vraiment leur projet d'ampleur. Donc, on se retrouvait un petit peu limité sur les gisements disponibles, comme beaucoup de projets en neuf. Du coup, l'idée était de dire, ben, partons plutôt sur essayer de capter des gisements à l'extérieur, c'était assez évident, et d'essayer de partir sur des démarches de coopération territoriale et d'essayer d'aller voir si d'autres acteurs du territoire qui font de la rénovation ou de la démolition pouvaient nous faire remonter potentiellement des gisements disponibles qu'on pourrait valoriser sur l'opération. Et du coup, on a communiqué en faveur vers ces acteurs du territoire, qui sont principalement des maîtrises d'ouvrage ou des maîtrises d'œuvre qui font beaucoup d'opérations de rénovation, pour savoir si du coup on pouvait du coup aller les récupérer et pourquoi pas les réutiliser sur notre opération. Et on a choisi de faire entrer cette démarche dans un cadre plus collaboratif, avec l'idée de dire que s'il y avait plusieurs projets qui nous partageaient des gisements,
Nous, on ne serait pas forcément en capacité de tous les récupérer. Du coup, on pourrait, pourquoi pas, les partager à d'autres opérations qui seraient elles aussi en recherche de gisements, avec un objectif de mutualisation. D'où l'idée de dire, voilà, quand on a des gisements, nous, on étudie la faisabilité de les récupérer sur le projet de l'Agore, mais si le projet n'est pas forcément adapté, on met en communication le fait qu'il y a des gisements qui sont disponibles et on l'envoie à des opérations qui, elles, seraient aussi peut-être en recherche. Donc ça, c'est vraiment la démarche qu'on a mise en place. Donc j'expliquerai un petit peu après juste la partie communication. Donc ça, c'était le postulat de base, d'où une communication vers les acteurs du territoire. Donc aujourd'hui, on a à peu près 4 opérations, notamment avec qui on travaille en fort lien, notamment parce qu'il faut qu'on soit quand même dans une adéquation calendaire. Il faut que leur rénovation, leur démolition se fasse légèrement en amont de notre opération. Donc, ils nous ont permis d'identifier des gisements qu'on va pouvoir récupérer pour l'opération de l'école maternelle, avec des opérations qui sont assez variées, puisque soit ce sont des opérations plutôt hôtel, bureau, logement ou même logement de sportifs, comme c'est le cas sur la Baie des Sports, puisque c'est de la résidence des joueurs du Stade Rochelet. Et du coup, on travaille actuellement avec ces 4 opérations pour identifier les gisements qu'on peut récupérer. On a déjà dressé une liste des gisements du coup, qui vont être récupérés sur le projet d'école. Donc voilà, tout un tas de listing qui est fait ensuite. Et donc ça, elle est en cours de finalisation actuellement. Pour pouvoir valider la récupération de ces gisements, on a mis en place un bordereau de validation des gisements pour qu'il y ait quand même une garantie pour le maître d'ouvrage que ces gisements sont en adéquation avec ce qui est demandé au programme et aussi vis-à-vis des objectifs et performances attendus. Donc tout un bordereau qui permet à la maîtrise d'œuvre de garantir au maître d'ouvrage que par rapport aux caractéristiques attendues des éléments, ça correspond bien. Et du coup, tout un processus de validation ensuite derrière, une fois que le bordereau est émis, qui permet ensuite d'avoir une validation aussi par le bureau de contrôle qui est intégré dès en amont. Et une fois qu'il y a une validation de la maîtrise d'œuvre ou du bureau de contrôle, une validation et d'engagement d'achat pour le maître d'ouvrage. Et du coup, qui dit achat ou réception en amont, dit du coup gestion de la réception et du stockage dans le hangar que je vais présenter juste après, et du coup, avec du coup la nécessité de disposer d'un stockage en amont sur le projet. Cette démarche, elle nous permet aussi de dégager des questionnements, puisque le fait de travailler avec d'autres projets en synergie, ça nous permet aussi de partager les réflexions qu'on a sur le sujet, et aussi de travailler sur les conditions de partage, parce que ce sont des maîtrises d'ouvrage de typologie différentes. On a une maîtrise d'ouvrage, on n'a que des maîtrises d'ouvrage privées, donc voilà, avec des processus du coup d'achat public qui sont différents, et aussi avec des modalités de mise à disposition qui sont différentes. La deuxième chose qu'on travaille sur le projet, c'est on n'aura pas la capacité d'avoir tous les gisements disponibles sur ces opérations, ou même d'autres qu'on est en train d'identifier. Donc on a aussi réalisé un cahier des charges qu'on envoie à des plateformes, type chez nous La Matière, mais ça peut être aussi des plateformes à Bordeaux ou à Niort, pour du coup faire de l'achat anticipé en amont et du coup constituer de façon progressive un stock de matériaux qui n'est pas issu d'opérations partenaires, mais qui est plutôt issu d'un achat anticipé. Et du coup, ça nécessite aussi de travailler avec les plateformes en amont sur un peu les conditions de constitution de ces gisements, notamment s'il y a du gisement progressif, parce qu'il n'y a pas forcément les stocks qui sont faits d'un coup. Donc, il faut qu'on fasse plusieurs achats consécutifs. Et du coup, il y a des discussions sur savoir les modalités d'achat. Est-ce que c'est des bordereaux en continu ou c'est juste des bordereaux finaux? Et du coup, ce qui a imposé dès le départ de disposer d'un endroit de stockage. Donc ça, c'était la première discussion qu'on a eue avec le maître d'ouvrage, qui était tout à fait partant dans l'idée d'avoir une démarche territoriale et partenariale. Et on avait un peu fait le pari que la commune de Lagore, donc qui est cette commune limitrophe de La Rochelle, avait probablement un hangar qui devrait traîner quelque part et qui pourrait être mis à disposition pour le projet. Et ça s'est avéré exact. Du coup, c'est un hangar qui aujourd'hui est principalement utilisé par le service des espaces verts avec les serres ici. Voilà, le bâtiment qui est dessus, en fait, n'est pas du tout utilisé. C'était plutôt un endroit, on va dire,
dépotoir pour tout ce qu'ils n'arrivaient pas, enfin, pour l'instant, qu'ils ne géraient pas. Du coup, le hangar a été complètement vidé à l'intérieur. Donc, on a même pu récupérer des éléments comme du carrelage qui était quasiment neuf ou même des sanitaires. Donc, c'est ça qu'on a récupéré. Et du coup, le hangar a été vidé et il est mis à disposition. Donc, c'est un hangar qui fait sur une surface totale de 1000 mètres carrés. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on dispose aussi d'un grand espace extérieur de plus de 1000 mètres carrés. Et comme notre projet comporte une grosse part d'aménagement extérieur, ça nous permet aussi de faire de stockage d'éléments sur l'extérieur et même de disposer, la commune nous a mis à disposition, si nécessaire, les serres. Donc aujourd'hui, on a commencé à stocker, mais en tout cas, ça a été un vrai levier pour la mise en place de la démarche, parce que sans ça, ça aurait été extrêmement compliqué, voire impossible de stocker en amont, puisque si on voulait vraiment catalyser le remploi sur l'opération, on était quand même obligé de pouvoir chercher des gisements dès l'origine, dès la conception. Et ce hangar est, voilà, est particulièrement bien desservi et il est géré par les services de la commune. Donc, j'en parlerai après, fait que la commune est vraiment au plus près de la démarche de réemploi. Donc, ce qui est quand même pour nous important, c'est que ça ne se résume pas au hangar Balance Tadémol. C'est évidemment un point qui est indispensable parce que sans ça, on ne pourrait pas catalyser les gisements en amont. Et donc, on essaie aussi de communiquer sur le fait que voilà, c'est important que la commune elle soit engagée. Mais pour nous, ce qui est aussi important, c'est que du coup, il y a une communication qui est mise en place, donc auprès des maîtrises d'œuvre, auprès des maîtrises d'ouvrage, pour essayer de les fédérer et de travailler justement sur les conditions de réalisation de la dynamique de partage et de voir comment justement on peut monter les conditions de transfert et d'achat et du coup d'essayer de mettre en place une dynamique de flux qui soit relativement intéressante pour nous dans un premier temps, mais surtout ce qu'on aimerait, c'est que ça puisse servir à d'autres derrière, avec l'idée que si nous on récupère des gisements qu'on n'utilise pas forcément, on puisse les stocker de façon temporaire sur le hangar pour les mettre à disposition d'autres acteurs derrière. Et du coup, ce qui est travaillé en parallèle, c'est vraiment les cahiers des charges de partage, puisque les quatre opérations avec lesquelles on travaille de façon très proche ont certes des gisements, mais il y a vraiment un trop gros travail de caractérisation et d'identification des gisements sur les contraintes techniques pour savoir si c'est conforme à notre projet. On travaille aussi toute la partie calendaire qui n'est pas forcément très simple, puisque forcément ce sont des calendriers qui ont plutôt tendance à déraper, donc on est vraiment aussi dans des contraintes où il y a des projets qui au départ sont plutôt intéressants avec une démolition en amont qu'on va pouvoir stocker. Mais du coup, il faut qu'on gère le fait qu'ils vont peut-être arriver un petit peu plus tard. Donc, il faut aussi qu'on soit assez vigilant. Et aussi travailler sur une visibilité des coûts, puisque ce sont des matériaux qui ne nous appartiennent pas quand on ne les achète pas à des plateformes. Donc, on travaille aussi sur la prise en charge des coûts par le maître d'ouvrage sur les opérations partenaires. Et du coup, on a aussi tout ce qui est travail de logistique pour optimiser les périodes de stockage et notamment pour sécuriser le porteur de projet qui est la commune de Lagor. Donc c'est plutôt une démarche qui va concerner tous les acteurs du projet, à la fois sur des parties économiques pour le maître d'ouvrage, mais aussi pour nous, côté maîtrise d'œuvre, vraiment les connexions techniques et logistiques calendaires, parce qu'on est vraiment plutôt à cravacher pour que justement on puisse étudier tous les éléments en amont et faire en sorte de voir s'ils sont vraiment pertinents sur notre opération. Et après, avec les entreprises, tout ce qui va être le cadre économique de récupération des gisements pour les utiliser sur l'opération. Avec du coup la possibilité dans l'appel d'offres de venir au hangar, et ça ce sera un point mentionné. Du coup, elles pourront venir au hangar voir les gisements sur place sur une période d'ouverture pour pouvoir s'assurer potentiellement de la qualité ou en tout cas de la conformité et pouvoir aussi potentiellement poser des questions sur les origines des gisements et les conditions de dépose qui ont été effectuées. Voilà, je passe très rapidement, mais du coup, on a juste mis un portail en place, balanstademol.fr, où l'idée, c'est de communiquer sur le projet. Donc, plutôt vers septembre, on va commencer à publier les premiers retours d'expérience, et notamment sur les premières déposes et les premiers stockages qu'on est en train de faire actuellement. Euh, Avec une démarche du coup qui a véritablement commencé en septembre 2024, où il y a une grosse phase de prise de contact avec les porteurs d'opérations pour arriver, on le voit aujourd'hui en juin 2025, les premiers stockages qui arrivent dans le hangar du fait de déposes sur les opérations partenaires qui prennent du temps.
notamment après bien vérifier que ça correspond bien à nos capacités de récupération sur le projet. Donc pour nous, si je ne vais pas faire de retour d'expérience sur la partie réemploi et les gisements, mais sur la partie stockage, parce que ça paraît assez en fait, simple. En fait, le point de stockage, ça a été vraiment un vrai levier de mobilisation sur le projet, puisque en fait, c'est ce qui a fait que le maître d'ouvrage s'est tout de suite impliqué dans la démarche, à chercher le point de stockage le plus efficient et l'a mis à disposition. Et du coup, quand on a été voir les projets partenaires, on les a aussi rassurés dans nos capacités de récupérer à n'importe quel moment les gisements et de pas du tout avoir de contraintes. Parce que du coup, le hangar, il est mis à disposition depuis qu'on a commencé la conception du projet et il le sera jusqu'à la fin du chantier. Donc, on n'a pas de contraintes vis-à-vis des projets partenaires. On peut du coup récupérer les gisements même s'ils ont des problématiques calendaires, et du coup, ça facilite beaucoup quand même les échanges et du coup les capacités de récupération. Du coup, et ça a permis aussi d'impliquer la commune, puisque du coup, comme le hangar est propriété de la commune, c'est lui qui en a la gestion en termes d'ouverture, de sécurité. Du coup, il a impliqué sa régie. Donc, désormais, quand tous les gisements sont apportés, la régie est sur place et on vérifie ensemble les conditions de stockage. Et du coup, ça les rend vraiment partie prenante de la démarche et ça leur permet aussi d'être au plus près des avancées du projet. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui a bien fonctionné et qui permet en fait d'avoir un vrai point de participation avec eux. Et c'est vrai que le fait qu'on ait mis la démarche avec ce hangar nous a permis aussi d'être un peu identifiés par les partenaires qui, du coup, maintenant reviennent assez plus spontanément vers nous quand ils ont des gisements pour nous les proposer. Même si aujourd'hui, on n'a pas la capacité de tout stocker, enfin, on n'aura pas la capacité de stocker pour d'autres projets dans un premier temps. L'idée est peut-être aussi derrière de montrer que, voilà, on pourrait, pourquoi pas, ouvrir ce partage à d'autres personnes. Voilà, merci. Merci Cécile. Parfait. Je vous propose que vous puissiez garder vos questions pour la fin et puis on en enchaîne avec Claire Duverger pour son intervention du CHU de Poitiers. Claire, est-ce que je te laisse prendre le relais et pouvoir partager ton écran? Tout à fait. Voilà, vous allez me dire si vous voyez. Et là, je l'ai bien mis en plein écran. Est-ce que c'est Parfait. bon, Mathilde? Super. Donc, moi, Claire Duverger, je suis ingénieure en charge de la coordination en transition écologique au CHU de Poitiers depuis 3 ans maintenant. C'est un poste que j'occupe à mi-temps. Depuis 3 ans, donc il y avait déjà des démarches transition écologique depuis les années 2010, mais c'est vrai qu'avec le fait qu'on dédie un demi-poste, ça a quand même donné un petit coup de boost. Donc en fait, le réemploi, la genèse, elle est antérieure à mon arrivée à ce poste. Moi, à l'époque, c'était justement quand j'étais ingénieur travaux, hein, puisque j'étais ingénieur travaux depuis 10 ans au CHU. Et en 2021, notre directeur technique nous a tous réunis et nous a dit, ben voilà, j'aimerais bien qu'on se mette un petit peu à la page et qu'on arrête de jeter tout. J'en ai marre de signer des bons de commande pour déconstruire et que tout parte à la poubelle. Et puis dans la minute qui suit, je signe des bons de commande où de nouveau on rachète des lavabos, des miroirs, etc. Donc remarque très pertinente, décision pertinente. Et il nous dit, voilà, je voudrais qu'il y ait un groupe de travail là-dessus. Je ne vous cache pas que dans la salle, tout le monde a baissé la tête parce que voilà, forcément, on travaille en plus. Et la seule qui avait la main qui était intéressée, c'était moi. Voilà, tout simplement parce que je trouvais que ça avait vraiment un sens, un lien avec le métier que je faisais d'ingénieur travaux. Donc 2021, je propose mes services pour piloter ce groupe de travail, ce groupe projet. 2022, on confie une mission à un AMO pour nous accompagner tout simplement, hein, qui fait un audit, qui regarde déjà tout ce qu'on fait chez nous, tous nos ateliers, hein, puisque dans l'hôpital, forcément, comme beaucoup d'hôpitaux, on est quand même très, très équipé en ateliers techniques. On a entre 60 et 80 personnes, avec beaucoup de métiers différents. Il fait un audit, il vient visiter, il nous fait des préconisations pour qu'on ait une stratégie et tout cela, je le présente en copile développement durable et à l'issue de ce copile, justement, il y avait des alignements de planètes et on me propose de prendre la coordination transition écologique. Bon, je venais à vélo et je crois que je mangeais du quinoa. Je pense que c'est aussi ça qui a fait qu'ils m'ont proposé le poste. Mais en tout cas, j'ai accepté. C'était un moment où je souhaitais changer en plus de mission, donc c'était parfait.
En fait, le réemploi chez nous, il était déjà initié en plomberie d'une manière très, très active. On avait un plombier qu'on a toujours, qui avait décidé et qui avait réussi à faire imposer à ses responsables qu'il allait passer plus de temps enfin, il allait être le seul d'ailleurs à passer ce temps-là à récupérer du matériel et à le stocker. Alors, évidemment, ils le font tous pour la maintenance, ça je vous apprends rien, mais lui souhaitait le faire aussi pour pouvoir le proposer pour les travaux neufs et les travaux de restructuration. C'était ça qui était nouveau. Il s'est débrouillé, il est allé partout dans l'hôpital et un vieil hôpital comme le nôtre et comme la plupart en France, il fourmille d'endroits à laisser à l'abandon où il y a du stockage sauvage depuis 20, 30, 40 ans. Il a trouvé une vieille chambre froide à l'époque où on avait nos cuisines, nos préparations de restauration qui étaient dans notre tripode. Il l'a vidé entièrement. Et il a décidé d'en faire son lieu de stockage. Un petit peu, je crois, il n'en a pas trop parlé à tout le monde, mais en tout cas, voilà, pas vu, pas pris, j'ai pris ce lieu, voilà. Et donc, il a commencé lorsque il savait qu'il y avait des chantiers qui se faisaient en déconstruction, à venir récupérer du matériel, organiser ça avec ses collègues. Il le nettoyait et il étiquetait et hop, il le mettait sur étagère. Alors au début, il a utilisé beaucoup en maintenance et après, petit à petit, il a commencé à se faire connaître pour qu'on puisse, en travaux neufs, commencer à lui demander du matériel. Évidemment, c'était à petite échelle au début, mais il a commencé à nous apprendre à avoir le réflexe de l'appeler pour réserver du matériel à l'avance. Dès qu'on faisait une petite opération, il regardait ce qu'il avait en stock, il mettait une étiquette dessus, réservé pour telle personne, telle date. Voilà. Et ensuite, on a monté un petit peu d'un niveau en 2023, puisqu'on a fait une aile d'hospitalisation entièrement équipée avec des WC en réemploi. Donc là, c'était une trentaine de WC. Donc voilà, là, on avait quand même upgradé parce que le stockage des 23, c'était pas simple. Donc il a fallu dédier une partie sur le chantier pour pouvoir stocker tous ces WC-là. Donc mine de rien, on avait quand même amorcé quelque chose d'intéressant en plomberie et qui continue au gré. Alors nous, on est quand même soumis au gré de chaque chargé d'affaires qui a la connaissance de ça, qui prend l'initiative de ça, mais on en parle régulièrement pour que ça se fasse le plus possible. Ce qui est très important, c'est qu'il a pris l'initiative aussi à cette période-là, 2022, de créer ce qu'on appelle chez nous une station anti-calcaire. Le principe, c'est de récupérer les matériaux qu'on jetait avant parce qu'ils étaient trop calcarisés, calcifiés plutôt, du fait que chez nous on a un TH de 34 qui est énormissime et qu'on n'a pas d'adoucisseur sur l'eau froide. Donc tout ce qui était mécanisme de chasse, soupape sur les eaux froides, etc., tout ça, ça partait à la poubelle. Donc pareil, il s'est dit c'est plus possible. Il a créé ce qu'il a appelé une station anti-calcaire, donc des bains d'acide. Je ne sais pas si vous voyez, moi je vois plus. Voilà. Des bains d'acide, en fait, dans lesquels vous voyez sur la photo de gauche un mécanisme de chasse qui est usé et qui est plein de calcaire et qui part à la poubelle. Et à droite, c'est lorsque il a fait son passage dans ce bain d'acide. Évidemment, il est équipé. Évidemment, on a un extracteur, etc., dans cette petite station. Et grâce à ça, on est monté en puissance côté réemploi de tous ces petits matériaux mécanisme. Pour l'endroit où il l'a fait, c'est exactement le même principe que pour sa chambre froide qu'il a récupérée. Il est allé pareil dans les ateliers, il y avait des hangars. Il a fouillé, il a fouiné, il a trouvé 20-25 mètres carrés qui étaient dispo, il a tout vidé et il se l'est approprié, il a fait amener de l'eau, forcément il est plombier. Et hop, c'est parti, il a créé lui-même toute sa station anti-calcaire. Et donc, ben voilà, par exemple, lorsqu'il fait une campagne, voilà le résultat de tout ce qu'il peut faire sur quelques jours. Là, c'est tous les raccords aussi. Tout ça, c'était ce qui partait à la poubelle avant et qu'on rachetait. Le bilan, il augmente chaque année. En 2022, c'est la première campagne. 2024, c'est le dernier bilan qui nous a fait. Il en a eu pour plus de 45 000 euros d'achats neufs qui n'ont pas été effectués, plus la mise en déchets, forcément, qui a un coût aussi. On a évidemment déduit tout la main-d'œuvre chargée. Et ça nous donne en 2024, on a gagné presque 23 000 euros TTC financièrement
Donc, en dehors de l'aspect complètement social, sociétal, de se dire qu'on est quand même sur quelque chose où on évite de nouveau d'avoir des matières premières qu'on reprend, qu'on refabrique, ben là, on est en plus sur un bilan financier qui est positif. C'est évidemment très encourageant pour tout le monde. Il a maintenant un deuxième plombier qui vient l'aider. C'est pour ça qu'en 2024, il a pu faire un bilan aussi positif. Un deuxième plombier qui est venu l'aider sur 4 ou 5 jours. Côté électricité, on n'est pas sur la même dynamique. On n'a pas une personne dédiée comme ça qui est volontaire et en plus on souffre de sous main-d'œuvre hein, historiquement depuis plusieurs années. Donc on est beaucoup plus en difficulté. Donc là, moi j'ai piloté en fait à la fin lorsque j'étais ingénieur travaux sur mes derniers chantiers, j'avais choisi un chantier de moyenne envergure et j'ai piloté en fait le fait de tester le réemploi en électricité. Et là, donc le but, c'était quoi? C'était appeler les électriciens chez nous au CHU, les faire déposer le matériel lors de leurs horaires de nuit lorsqu'ils sont en astreinte, hein, puisque lorsqu'ils sont en nuit, ils travaillent de fond sur les dossiers écrits et on les appelle en maintenance quand il y a des problèmes. Et donc là, ben, on mettait de côté le travail de fond et ils venaient déposer le matériel électrique pendant la nuit sur ce petit chantier-là. Ils le triaient, ils le nettoyaient, le désinfectaient, avec des petites anecdotes assez savoureuses sur le fait que ils avaient mal interprété le protocole, discuté avec l'hygiène et que ils ont mis à tremper du matériel pendant trop de temps et que voilà, on a eu des plastiques un petit peu abîmés, déformés. Bon, voilà, ça fait l'objet un petit peu de plaisanterie, puisque c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il fallait être très, très rigoureux. Le but, après, évidemment, c'était de classer, le ranger, faire l'étude du nouveau besoin. Donc là, leur avais envoyé une liste de nouveaux matériels électriques et l'apporter sur place pour l'installateur pour qu'il puisse le réemployer avec tous les documents de réception, de bons de réception, etc. Donc là, les photos que je vous mets, c'est les photos lorsqu'il y a eu le triage. Alors, ça a nécessité plus de travail que lorsqu'on fait de la plomberie, tout simplement parce qu'il n'y a pas de local dédié. Les électriciens, ils ont des locaux où ils ont tout leur matériel pour leur maintenance qui est plein comme un œuf. Donc là, on a été allé en imagerie. J'avais fait un appel aux collègues un petit peu partout pour des petites boîtes. Et en imagerie, ils m'avaient trouvé ça. Les collègues de radio, très sympas, ils m'ont filé des petits cartons plastifiés, bah, tout simplement de eux lorsqu'ils recevaient du matériel. Donc on a noté, on a trié. Évidemment, après tout ce qui était désinfection et puis le triage avec le matériel qui n'était plus possible de réemployer. Et on a réussi à dégager une étagère, une demi-étagère d'une armoire pour pouvoir mettre tout ça, pour ensuite faire ce premier test. Donc, le test en lui-même, en bilan, on a eu évidemment après une discussion sur toutes les actions de dépose, nettoyage, triage, etc. Parce que les électriciens nous ont pas caché que pour les phases de test, ils étaient bien d'accord, mais qu'après, ils ne voulaient pas le faire en routine parce que ça prenait trop de temps sur leur nuit et sur le travail qu'ils avaient à faire, ce qu'on peut comprendre. Donc, on a fait l'étude, un petit peu de sourcing pour savoir qui pouvait nous le faire à un bas prix. Et on a l'énorme chance d'avoir une ESAT à 4 km avec qui on travaille déjà pour d'autres sujets. Et on a travaillé beaucoup avec eux pour avoir un devis sur le fait qu'ils viennent récupérer notre matériel, le trier avec des consignes précises, le nettoyer avec un protocole précis et le classer. Et donc actuellement, on est à la recherche d'un second chantier test pour tester le travail avec cette ESAT. L'étude du chantier du relais avec l'ESAT nous a pris 1 an. Hein. Bon, le temps de l'hôpital n'est pas rapide, on n'est tous pas rapides, mais eux non plus. Et voilà, on a mis 1 an quand même pour arriver à fixer un bordereau de prix. Donc maintenant, le but, c'est de trouver un deuxième chantier test et pouvoir tester ça, sachant que notre problématique de stockage reste la même parce que chez les électriciens, il n'y a pas de place. Et donc là, on aura un gros travail à faire, mais je vais vous en parler après des solutions qui s'offrent à nous. Le bilan financier, beaucoup moins florissant que pour la plomberie, mais c'est un tout petit chantier. On a gagné 788 € en matériel qui n'a plus été à fournir. Par contre, on s'est fait allumer sur la pose et le raccordement. Bon, voilà, ce qui fait qu'on a un bilan où on gagne à peine 128 €. Bon, heureusement qu'on ne le fait pas pour le côté financier, mais bien pour l'aspect environnemental et sociétal. Donc, je vous disais, les solutions qui s'offrent à nous, nous avons concomitamment en 2022-2023 pour une livraison l'année dernière, cet été, un nouveau pôle technique. Tout simplement, c'est aussi du réemploi parce qu'avant, c'était une blanchisserie.
extrêmement vieillissante, hein, qui avait 40 ans. On a récupéré tous les locaux, on a gardé la structure poteau-poutre, on a tout démonté à l'intérieur, tout vidé. C'était une surface importante et plus importante que la demande de tous les ateliers et de leur stockage, donc on est extrêmement gâtés. Et au sous-sol, je vous ai mis le plan à gauche. En sous-sol, on a des trames en fait qui sont pour le stockage de tous les matériaux, maintenance et donc la démarche en cours depuis 2022 de travaux neufs et restructuration. Euh, donc, si je prends pour exemple la menuiserie, typiquement les photos que bah, j'ai pu prendre de ce qu'ils ont actuellement, là, venait d'arriver sur la gauche des petits meubles hauts qu'on utilise. Alors ça faisait déjà depuis 2020 qu'on utilisait tous les meubles des salles de pause, des salles de repos. On n'achetait plus du neuf, on refusait lorsqu'on nous le demandait parce qu'on arrivait toujours, on savait que les menuisiers stockaient pas mal de meubles de cuisine comme ça qu'ils avaient récupérés. Donc ça, c'était déjà acquis. Et là, sur la photo, on voit qu'il y en a deux qui venaient de rentrer depuis 2, 3 jours. Sur la photo de droite, on a bah, des blocs-portes aussi qui sont beaucoup récupérés. Et lorsqu'on a besoin pour les travaux neufs, on met voilà, pareil, une liste de certains blocs-portes. Et évidemment, on n'a pas de quoi faire une aile d'hospitalisation de 25 chambres, hein, mais sur les petits chantiers que l'on fait, c'est toujours utile de pouvoir faire une liste de blocs-portes dont on a besoin et au moins de pouvoir se servir là-dedans. Côté tablette de chambre, alors là, très typique, hein, la photo à droite bah, vous montre les petites tablettes d'une chambre double, hein, les étagères sur crémaillère. Ça, c'est des choses qui sont stratifiées compactes, qui durent des décennies. Et donc, bah, sur votre gauche, hein, vous voyez bah, la récupération palettisée d'une aile dernièrement, parce que tout ça, c'est stocké et on n'achète plus. C'est entièrement réemployé depuis 2022 dans tous nos nouvelles ailes d'hospitalisation. Et évidemment, maintenant, c'est stocké dans le nouveau pôle technique dessous où je n'ai pas mis la photo, mais enfin, ce sont vraiment des grandes salles de stockage qu'ils ont. Sur le plan, on ne se rendait peut-être pas compte, mais c'est vraiment très important la surface qu'ils ont. La signalétique a un énorme lot de stockage qui récupère aussi, pareil, pour faire d'énormes économies. Il y a juste les petits stickers à refaire. Donc ça, c'est depuis qu'il y a toute cette zone de stockage, eh bien, il peut beaucoup plus récupérer de matériel et forcément, on fait beaucoup plus d'économies. Voilà, j'en ai terminé. Ce que je voulais vous dire ensuite en conclusion, c'est que on a un gros chantier de travaux neufs, qui est l'extension de notre pôle régional de cancérologie, sur lequel il y a une démarche identique, c'est-à-dire que tous les besoins ont été fournis aux ateliers par écrit. Alors, il n'y a pas eu de procédure formelle, hein, mais ils ont eu toute une liste par écrit. Et là, bah, c'est stocké en petite partie sur le chantier, mais la plus grosse partie est stockée dans chaque atelier pour pouvoir répondre à ces exigences de... Alors là, on en est encore qu'à monter les murs, hein, mais dès 2026-2027, il va falloir commencer à poser sur place. Ben là, on pourra commencer depuis, on va dire la rentrée, à commencer à vraiment rentrer le matériel et pour pouvoir le sortir 2026-2027 pour pouvoir l'utiliser sur chantier. Donc là aussi, il y a une grosse démarche maintenant pour les travaux neufs qui sont, on va dire, le dernier étage de la fusée, hein. Le premier étage, maintenance, exploitation. Deuxième étage, restructuration, avec la taille des chantiers en fonction si c'est des petits ou des ailes d'hospitalisation complète. Et le dernier étage de la fusée, c'est clairement les travaux neufs, les gros travaux. Et là, on est en test sur cette extension du pôle régional de cancérologie, mais pour voir comment c'est faisable d'adapter le stockage sur chantier ou comment on doit s'organiser avec nos ateliers, avec les zones de stockage qu'ils ont déjà. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, je vous écoute avec plaisir. Il ne semble pas avoir de questions. Sachez en tout cas que vous pouvez toujours poser vos questions a posteriori, on les recensera et on les transmettra aux interlocutrices. Merci beaucoup Claire et Cécile pour vos 2 présentations, vos riches présentations, vos présentations terrain et vos présentations aussi visuelles qui ont, j'espère, ont apporté pas mal de retours et d'idées aux intervenants. Moi, Ce j'ai que je peut-être vous une pro question, Vas-y si David. ça ne te dérange pas. Comme ça, en général, ça lance les autres. En fait, Claire, tu as bien expliqué, comment dire, la chronologie de tout ça. En fait, ça part petit, puis ça devient un peu structurel et en fait, tu fais un peu le lien aussi avec des projets,
des projets qui sont en cours, notamment en BDNA, avec des démarches Mm. qui commencent à être très structurées sur les questions économie circulaire. Et la question du stockage, tu l'as bien expliqué, et Cécile aussi l'a bien expliqué, ça devient vraiment stratégique dans les prochaines opérations. Et donc, du coup, comment ces éléments de stockage, alors bon, je parle à toi Claire, mais Le- Cécile le- aussi, ouais. vont devenir stratégiques pour la suite, ou est-ce que finalement, vous commencez à réfléchir à des échelles plus importantes au niveau des, comment dire, de Grand Poitiers ou autre, quoi? Alors, de notre côté, c'est évidemment, on le voit, primordial. Nous avons l'énorme chance d'avoir quand même, j'ai mis les plans de ces stockages en sous-sol et je ne l'ai pas dit, mais on a aussi le R+1 qui, je crois, ça fait 2000 mètres carrés. Donc, on est gâtés. Nous, de notre côté, on est gâtés. Pour le moment, on gère la problématique et David, tu le comprendras rapidement, uniquement chez nous, parce que le matériel hospitalier, c'est pas du matériel qu'on peut récupérer ailleurs. Il y a trop de normes, trop de choses rigoureuses. Et surtout, si on enlève même les normes, on est extrêmement difficile sur ce qu'on veut. Si on veut pour les salles de prédésinfection tel robinet, on ne prendra que tel robinet. On n'en changera pas parce que, je ne sais pas moi, l'université a 100 robinets à déposer et à replacer. Jamais on ne prendra du matériel d'ailleurs. Nous, la structuration en réseau régional, elle est pour que nous, on fournisse du matériel. Voilà, que nous, on donne ce que nous n'utiliserons plus. Mais très probablement, on ne récupérera pratiquement rien d'ailleurs. Donc, on travaille beaucoup, nous, sur notre roulement interne, en fait. Voilà. Donc, c'est à nous de régler nos problématiques de stockage en interne. Ma collègue des grands travaux serait mieux placée, évidemment, pour en parler, mais très probablement, dans les appels d'offres, si ce n'est le cas, c'est prévoir tout de suite des zones de stockage, comme Cécile l'a abordé tout à l'heure. C'est évidemment l'obligation, si en plus on n'a rien. Nous, on a quand même des choses. Donc après, ça sera chaque personne conducteur de travaux qui verra comment il s'organise. Mais effectivement, c'est à penser au démarrage comme toute autre chose classique qu'on utilise, à part qu'avant, on ne le faisait pas, effectivement. Je vais peut-être juste compléter pour la partie, parce que du coup, nous, on travaille effectivement avec plein d'opérations partenaires. La partie hangar, en fait, elle était stratégique et en fait, elle avait aussi un peu, enfin, elle a surtout aussi vocation d'être un peu démonstrateur pour la communauté d'agglomération de La Rochelle, de montrer qu'en fait, un maître d'ouvrage, n'importe lequel, soit-il, s'il veut faire une démarche, de réemploi et notamment s'appuyer sur la constitution d'un gisement, bah, il a besoin d'un espace, de stockage, hein. Là, on sait que les communes environnantes, elles ont souvent un espace, de stockage. Là, ça montre que si elles le mettent à disposition, ça permet de vraiment faciliter, les choses, pour le coup. Du coup, ça permet aussi de communiquer auprès des autres communes de la CDA, de montrer que, voilà, quand la commune, bah, met un espace de stockage, mine de rien, il y a un peu plus de levier si elle est effectivement dans une démarche de réemploi. Et après, ce qu'on cherche à étudier sur l'espace de stockage, c'est de voir à peu près, en termes de flux, ce que ça représente, les périodes de stockage. Parce que l'idée, c'est pas de faire du stockage et de le garder pendant plusieurs années, c'est vraiment d'optimiser les périodes en disant: «Bah, voilà, on récupère, on stocke quelques mois, peut-être un an maximum et on utilise». Et de montrer que peut-être que si demain, il y a un espace mutualisé au sein de l'agglomération, finalement, le volume ne va pas non plus être si important que ça et en jouant vraiment sur des effets, d'adéquation calendaire, on peut arriver à faire un effet, levier si, cet espace est mutualisé à d'autres projets. Ça, c'est vraiment ce qu'on essaierait dans un deuxième temps de montrer. Donc voilà, je pense que l'espace de stockage, il est vraiment vu comme ça. Nous, sur l'opération, c'est pour montrer que ça nous permet de faire plus, mais que si en plus il est ouvert à d'autres projets, ça permet de faire encore beaucoup plus, à grande échelle, quoi. Voilà. Merci beaucoup. On est dans les temps, c'est parfait. C'est Ah, vous parfait. êtes parfaite. Ah, vous êtes parfaite, ouais. Une autre Mais ça question, se voit qu'on David? a bien travaillé ensemble, Madame Jolas, pendant des années. Ouais, exactement. Tout un bel Très écosystème. Comme je vous l'évoquais en début d'ouverture, le midi circulaire, ce sont des séries. Donc, vous avez la date du prochain midi circulaire qui est le 8 septembre sur la filière de la menuiserie. Vous pourrez retrouver les échanges sur notre page YouTube ODIS qui sera publiée prochainement. Donc, la vidéo sera publiée prochainement. Et puis, je remercie une nouvelle fois donc, nos deux intervenantes, Cécile Jolas et Claire Duverger, pour leur intervention riche. Et puis, si vous avez des questions qui viennent a posteriori, n'hésitez pas.
Il reste encore un petit peu de minutes et sinon, on vous mettra en lien directement. Merci à tous pour votre participation. Merci à nos 2 intervenantes et puis on vous souhaite à tous une très belle journée. Merci.